Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous me voyez? Bonsoir Cassandre, bonsoir à toutes et tous. Et oui, Cassandre, on te voit très bien. Super. Bah écoutez, bonsoir Romane, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ben ça va, je suis ravie de faire ce live avec toi en ta compagnie. Est-ce que tu veux te présenter rapidement avant de me laisser la parole? Allez, volontiers. Merci à Ok, toi, Cassandre. Donc, bonjour ou rebonjour, parce que je vois certaines personnes que j'ai eues au téléphone aujourd'hui. Donc, je suis Romane, je suis conseillère CRPE, donc chez Vocation CRPE. C'est à moi que vous parlez quand vous nous appelez pour la préparation. Voilà. super. Bon, bah écoutez, moi, à mon tour de me présenter, je suis donc Cassandre et je suis professeure chez Vocation CRPE depuis longtemps. Et puis en dehors de ça, j'ai été évidemment professeure des écoles durant de longues années, puis formatrice des enseignants, des professeurs des écoles, et puis ensuite formatrice des formateurs et aussi jury de concours du CRPE. Donc voilà, je suis ravie de faire ce live en plein milieu du mois de juillet. J'espère que bah, dites-moi un peu plus dans le chat. J'aime bien savoir à qui je m'adresse. Dites-moi si vous êtes peut-être déjà inscrit chez Vocation ou pas. Si vous comptez le passer l'année prochaine. Quel concours, dans quelle académie? Dites-moi un peu plus. En tout cas, l'objectif, donc allez-y, hein, n'hésitez pas à chatter pendant que je finis ma petite introduction et puis je regarderai ça et j'oraliserai vos réponses. Donc ce live s'intitule Mythe ou réalité. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on a fait ce choix de live? Eh bien, on s'est dit, voilà, il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur le CRPE. Est-ce que je m'inscris? Est-ce que je m'inscris pas? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que je suis légitime? Enfin, toutes sortes de questions. On a essayé un petit peu de collecter des questions aussi via les réseaux sociaux et on en a fait voilà, un petit pot pourri pour ce cours d'aujourd'hui. Et je vais essayer en fait de détricoter tout ça et de voir quelle est la réalité des mythes qu'on peut se faire, des fausses idées, des malentendus qu'on peut avoir. Donc voilà, on entend tout et n'importe quoi sur le CRPE. Donc aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est de faire le tri ensemble. Et donc voilà, ça c'est vraiment important pour moi. Alors avant de vous poser la question que j'avais notée, je regarde un petit peu vos réponses. Alors, nous avons ce soir Valentine qui va le passer à l'Académie de Nancy en 2026. Donc, bon courage, Valentine. L'Académie de Nancy est une académie exigeante. Un petit conseil par-ci, par-là, je vais essayer de glisser des fois des conseils, même s'il y a plein d'autres cours, des cours gratuits sur notre plateforme YouTube où je vous invite vraiment à vous rendre parce que voilà, on va détailler par exemple quand se mettre à réviser et comment, enfin voilà, toutes sortes d'autres cours gratuits dans lesquels vous pourrez trouver d'autres types de réponses qu'aujourd'hui. Donc l'Académie de Nancy, c'est une académie qui est exigeante. Donc pour les académies exigeantes et n'importe lesquelles d'ailleurs, je vous invite, ne pensez bien à aller regarder du côté des recommandations des jurys. En fait, il faut savoir qu'à chaque fin de concours, tous les jurys sont interrogés via un formulaire qui ensuite devient un rapport. Et dans ce rapport auquel tout le monde a accès, eh bien, vous avez les recommandations, ce que le jury a constaté comme erreur récurrente, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller les consulter. Delphine est en reconversion professionnelle, infirmière depuis 11 ans. Bravo Delphine. Bah, écoutez, moi je vais faire un cours gratuit sur la reconversion professionnelle. Je ne sais plus quand, je crois fin août. Donc n'hésitez pas à regarder quand il a lieu et à vous inscrire. Donc en région parisienne, Académie de Créteil, qui est un peu moins exigeant, mais bon, franchement, maintenant, on ne sait plus trop à quel saint se vouer. Il faut vraiment, vraiment bien se préparer.
Solange n'est pas encore inscrite, donc justement, bah, j'espère que ce live va vous permettre de vous éclairer, Solange, sur ce métier. Il ne faudra pas hésiter à poser toutes les questions que vous pouvez dans le chat. J'essaierai d'y répondre. Si je ne peux pas, si ce n'est pas l'objectif du chat, bah, peut-être que Romane pourra le faire ou on pourra peut-être vous indiquer où trouver la réponse. En tout cas, aucune réponse ne sera laissée isolée. Ça, je ne sais pas, Valentine, entre Nancy et Troyes, mais c'est vrai que Nancy est réputée pour être exigeante dans le sens que il y a beaucoup de supports qu'on peut retrouver de l'Académie de Nancy qui sont extrêmement intéressants, que ce soit pour les professeurs ou les formateurs. Donc, ça veut dire quelque part qu'ils ont derrière du background, c'est-à-dire vraiment une envie de former leurs enseignants à une pédagogie vraiment pointue. C'est la raison pour laquelle je me permets de faire cette remarque. L'Académie de Metz, là je connais, alors pour le coup j'ai dit ça pour Nancy, mais je connais pas toutes les académies et le niveau d'exigence. Il faut regarder en fait pour le niveau, un, un bon signal pour le niveau d'exigence finalement, c'est à regarder les rapports de jury et le nombre d'inscrits et le nombre de places. Finalement, c'est ça le niveau d'exigence. S'il y a beaucoup d'inscrits et peu de places, on peut dire que ça va être difficile, plus difficile qu'ailleurs. Émilie, 35 ans, en pleine reconversion, pleine réflexion. Donc, bah, ce live est fait pour vous, j'espère. Ilona, en reconversion également. Académie de Versailles. Alors, sachez-le, hein, moi, ça me fait toujours un petit pincement parce que je m'occupe des lives sur la reconversion parce que moi-même, je suis devenue professeure des écoles après une reconversion. Donc, je sais ce que c'est de cette période difficile où on se pose plein de questions. On peut avoir les enfants, l'autre travaille en même temps, c'est pas évident. Donc, voilà, on a vraiment l'habitude hein, chez Vocation CRPE, une grosse partie de nos candidats et de nos lauréats sont en reconversion professionnelle. Donc, on connaît vraiment vos préoccupations et vos besoins. Alors, bah, peut-être Romane va être capable de retrouver le live sur la reconversion. Sinon, à la fin, je regarderai mon téléphone, je l'ai inscrit. C'est la semaine prochaine, donc lundi Bon, bah voilà. 28 Ok. à la même heure, à 19h. Mais ben voilà. Donc, on va peut-être se retrouver dans une semaine, chers futurs candidats. Donc, on y va sur le live. Ah oui, il y avait juste une petite question que je m'étais notée. Écrivez-nous dans le chat des phrases que vous avez déjà entendues et qui pourraient vous freiner, voilà, sans que je n'y réponde nécessairement, mais allez-y, notez dans le chat qu'est-ce qui me freine à m'inscrire, ou pour ceux qui s'inscrivent ou qui sont déjà sûrs de s'inscrire, qu'est-ce qui me fait le plus peur dans peut-être le métier ou le concours. N'hésitez pas, allez-y, je vais vous lire. Puis j'espère que pouvoir répondre ensuite par les différentes questions. Allez-y, réfléchissez un peu, ça me permet d'avoir une idée de vos représentations sur ce métier et sur le concours. Peur de ne pas réussir, oui, mais ça c'est un peu large, Valentine. Soyez un peu plus spécifique. Qu'est-ce qui vous fait peur particulièrement? Oui, pour toutes celles et ceux qui se posent des questions sur est-ce que je m'inscris, comment, etc., sur plutôt tout ce qui est administratif, franchement, ça vaut le coup de contacter Vocation CRPE. Là, vous aurez le chat à un moment, l'adresse, puis Romane va le mettre également. Alors, d'avoir du mal à m'organiser pendant les révisions. Alors, c'est vrai, hein, Valentine, ça, c'est pas une question à laquelle je vais répondre dans le cours de ce cours, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'épreuves et finalement, bah, ça peut un peu nous désorienter et par quoi commencer. Donc, c'est sûr que quand on est inscrit chez Vocation, bah, du coup, on rentre dans des petits chaussons, c'est-à-dire que finalement, on vous fait votre organisation à votre place puisqu'on organise tel jour il y a le français, tel jour il y a les maths, à tel moment on va vous donner un examen blanc, enfin voilà, donc c'est plus facile. Si vous n'êtes pas dans une préparation au concours, vous pouvez peut-être vous aider avec, j'ai fait des lives moi-même sur comment vous organiser dans vos révisions avec des conseils pratico-pratiques et des exemples de début de calendrier. Donc, allez sur notre chaîne YouTube pour regarder ces cours-là. Alors, hop.
Je regarde encore voilà. Donc, pour ma part, le mouvement et donc les affectations sur les établissements scolaires. Ça, c'est sûr que quand on s'inscrit au concours, ben, en effet, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais en effet, on s'inscrit sur une académie et c'est le rang, de votre rang qui va faire dans quel département vous allez être. Et après, une fois que vous avez votre département, bah, les villes, les villages qui le composent, donc c'est pas évident. On a des points en fonction du nombre d'enfants. Donc parfois, ceux qui sont en reconversion bon, bah, ont un peu plus de chance parce qu'elles ont déjà des enfants et ça fait plus de points. Mais c'est vrai que c'est un peu la loterie. Vous êtes contacté, on vous donne un mouvement et puis on n'a pas même du tout le choix. Le côté argent, ça, on va en reparler un peu plus tard, en effet, sur comment on est payé quand on devient professeur des écoles. La charge de travail que le concours représente avec un travail à temps plein à côté, ça, c'est sûr, hein, Amélia, et ça vaut le coup de regarder organiser vos révisions ou la reconversion professionnelle, mais particulièrement organiser vos révisions. Mais c'est vrai que c'est vraiment, pour l'avoir vécu moi-même, une année où on se met entre parenthèses c'est sûr que bah, on voit moins la famille, les amis, et on est vraiment focus sur le concours, surtout si on est une académie où il y a peu de place. C'est clair que, mais bon, ça vaut le coup. Moi, je dis, si c'est un vrai projet, bah, ça vaut le coup de s'y mettre et de s'y mettre tôt. Et donc, voilà, je me dis que même si vous n'êtes pas sûr de vous inscrire, ça peut valoir le coup de d'ores et déjà aller regarder des choses, aller regarder le programme, aller regarder les programmes de l'école primaire, aller regarder quelques annales pour commencer à vous mettre un peu dedans. C'est toujours ça de prix. Et puis même si vous vous inscrivez pas, c'est de la culture générale. Donc, plus tôt on s'y met, mieux c'est. On propose même des préparations en 2 ans chez Vocation CRPE, justement pour les personnes qui ont très peu de temps. Alors, j'ai regardé des témoignages dans lesquels les enseignants se plaignaient de la charge mentale du travail. À les écouter, nous n'aurions quasiment plus de qualité de vie. C'est bien déjà, vous mettez nous, Solange. Ça veut dire que déjà, vous vous projetez un peu, ça me fait plaisir. Bah, je ne vais pas vous cacher que c'est un métier, surtout les premières années, qui est difficile, qui demande beaucoup de préparation. Quand on est chez Vocation, la première année, on a accès à un post-admission et c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, ça fait partie de l'enveloppe globale au moment de votre inscription et j'en fais partie. Donc moi, par exemple, toutes les personnes qui réussissent le concours, si jamais elles sont nommées en maternelle, et ben, elles vont passer une journée avec moi un samedi bah, pour répondre à plein de questions et à vous aider côté organisation. Mais oui, c'est une année, la première année en particulier, un peu complexe. On va dire que les 2, 3 premières années, c'est un peu compliqué, mais on a de l'aide par les formateurs, on a de l'aide par les collègues, on a de l'aide sur Internet grâce aux académies. En fait, je pense que parfois, les enseignants veulent trop tout réinventer, alors qu'il existe plein de choses déjà toutes faites et très bien sur les sites des académies. Et je pense que Internet, parfois, est votre mauvais ami parce que vous vous perdez et vous allez sur maîtresse machin, maîtresse du 9-4, voilà, plein d'Instagrammeuses, etc., qui veulent bien faire, mais qui, pour moi, s'adressent plutôt à des enseignantes confirmées. Et si vous êtes débutant, il vaut mieux aller sur les sites des académies. D'ailleurs, un petit tips que je peux vous donner, c'est de taper quand vous cherchez quelque chose, par exemple une séquence de mathématiques en fractions, vous tapez. Alors, déjà, il faut aussi dire qu'on a développé une intelligence artificielle chez Vocation qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs Qui comment, s'appelle Adeline. voilà, Adeline, et sur laquelle vous pouvez poser ce type de questions. Donc ça, c'est drôlement bien. Au début, on tâtonnait un peu et apparemment maintenant, elle fonctionne vraiment bien. Donc voilà, vous pouvez lui demander des exemples de séquences et toutes sortes de questions d'ailleurs. Mais sinon, vous pouvez aussi taper séquence, CM2, fraction, et vous rajoutez toujours à la fin, c'est ça le tips, académie. Et ça va vous chercher des choses sur les sites des académies qui sont du coup bons. Il faut juste regarder l'année, hein, que vous ne tombez pas sur une séquence de 2008. Mais voilà, si l'année correspond, eh ben vous pouvez vous y fier les yeux fermés. Difficulté de choix entre l'inscription à prépa du CRPE ou inscription à un master MEF. Alors ça, c'est vrai que si vous avez le choix, c'est un choix.
Je ne sais pas trop comment on peut choisir d'ailleurs moi-même. Je pense que c'est quand même très différent et que finalement vous êtes en formation après, que vous touchez un petit peu moins, le salaire est un peu moins élevé puisque vous rentrez au niveau licence. C'est peut-être là, au niveau de là que ça se joue. Je ne sais pas, Romane, si tu as un peu plus d'infos que moi là-dessus. Oui, alors effectivement, pour répondre à Sabrina, en fait, ça dépend aussi, Sabrina, ce que vous appelez inscription à un master MEF. Est-ce que c'est le projet de passer un master MEF puis le concours, ou est-ce que vous parlez du concours et licence qui vous demande de passer un master MEF après? Si c'est ce cas-là, effectivement, le concours licence avec le passage d'un master MEF après, vous êtes moins bien rémunéré et affecté moins rapidement, titularisé moins rapidement qu'avec le concours master. S'il s'agit de passer un master MEF avant de passer le concours, bah, concrètement, ça vous rallonge la durée avant de pouvoir passer ce fameux CRPE, là où la préparation va cibler le concours en tant que tel et vous allez passer une année à travailler le concours à fond pour être dans ce métier que vous choisissez dès la rentrée prochaine. Voilà, super. Alors Valentine nous demande, est-ce que je suis obligée de m'inscrire en M1 ou est-ce que je peux simplement continuer mon contrat AED et préparer le concours? Ça, je ne sais pas. Je pense que vous pouvez continuer, hein. Ouais, 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 tout à fait. Valentine, vous pouvez continuer votre contrat AED et préparer le concours en parallèle. Alors, Solange nous demande, est-ce que nous avons une formation sur la psychologie des enfants, comment gérer une classe, les éléments perturbateurs et gérer un conflit? Pardon. Donc ça, quand vous devenez professeur des écoles, vous aurez des formations en termes de formation continue. Et ou est-ce que si vous parlez de vocation CRPE, chez Vocation CRPE, en fait, on vous donne accès à un certain nombre de vidéos de cours indépendamment du français et des maths qui vous donnent des éléments d'information, en effet, sur le développement de l'enfant, sur des éléments plus généraux qui vont vous permettre notamment de répondre à certaines questions qui pourraient être un peu parallèles au moment des oraux. Euh, Ensuite, comment vraiment gérer une classe, des éléments perturbateurs, gérer un conflit. Disons que au moment de la préparation du concours, d'une certaine manière, vous y êtes préparé si vous choisissez la formation, enfin l'épreuve EMC, éducation morale et civique, parce que finalement, on va aborder un certain nombre d'éléments en lien avec cela. Mais si vous ne choisissez pas Histoire Géo et EMC, vous n'aurez pas accès tout de suite à ce type de réponse. Par contre, au moment où vous serez lauréate, durant la post-admission, oui, on vous fera des apports là-dessus. Est-ce que le MEF ne permet pas d'exercer plus sereinement? Alors là, on va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là. Il faudrait peut-être prévoir un live sur comment choisir entre MEF, etc. Même si c'est ou des petites choses Ouais, sur Insta, ça peut être intéressant. On se le note en tout on cas. se le note. Et Tout à fait. je vais avancer sur les mythes et réalités parce que l'idée, c'est aussi que ça soit un live un peu ludique. Et ça me ferait très plaisir que vous répondiez et que vous essayiez de répondre dans le chat. À chaque fois, vous répondez, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité selon vous? Vous êtes prêts? Prêtes parce que je crois qu'il n'y a que des filles. Donc, à vous de jouer. Alors, est-ce que selon vous, il faut être bon dans toutes les matières pour passer le CRPE? Allez-y, mythe, réalité, vraiment ce que vous pensez réellement de cette question. Alors, réalité. Oui, réalité, réalité, réalité. Ok, réalité pour tout le monde pour l'instant. Très bien. Bah écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est un mythe. Et je peux vous assurer qu'on a reçu des candidats en début de préparation qui étaient vraiment très, très mauvais. J'ai pas d'autres mots, notamment parfois en mathématiques. Donc, si vous vous dites, bon, bah non, je suis pas bonne en maths, donc je ne m'inscris pas au CRPE, ça serait vraiment une mauvaise représentation. Je pense que vraiment, toutes les personnes peuvent, en s'entraînant, en se préparant en y passant du temps, rattraper leur retard. Parce que c'est quand même un niveau fin de troisième, début seconde, donc c'est quand même pas un bac plus 8 en maths par exemple, et même en français. Donc vraiment, à force de préparation, je vous assure que j'ai vu des candidats qui sont partis de très bas et qui ont réussi à rattraper leur retard. Par ailleurs, moi, j'aimerais te dire quelque chose que je pense profondément. Très souvent, les enseignants,
dans les classes sont d'anciens bons élèves. Les profs dans les collèges, les lycées, sont d'anciens très bons élèves dans leur matière. Mais finalement, moi j'aime bien, sur le terrain, en tant que formatrice, être confrontée à des enseignants qui n'ont pas eu un parcours aussi simple dans leur jeunesse, qui ont peut-être déjà redoublé, par exemple, parce que finalement, j'ai vraiment le sentiment que ces gens-là, ces professeurs-là, professeurs des écoles ou profs des collèges, lycées, sont plus à même de comprendre et d'être à l'écoute vis-à-vis des élèves en difficulté. Et vraiment, je le pense vraiment. Euh, je me rends compte que les professeurs des écoles, c'est souvent que des bons élèves, que des anciens bons élèves. Mais heureusement, voilà, moi, je peux vous partager d'un point de vue personnel. J'ai ma meilleure amie qui s'est inscrite en même temps que moi quand on s'est reconvertis ensemble. Et elle avait redoublé, elle n'avait pas le même parcours que moi. Moi, j'étais une bonne élève, je l'avoue, hein. Et bien maintenant, elle est professeure des écoles depuis longtemps. Et là, elle vient de passer son examen pour être formatrice. Donc maintenant, en plus, elle forme. Donc je suis très fière de ma meilleure amie qui, voilà, est partie de pas super loin, notamment en mathématiques. C'était pas évident. Donc voilà, je lève un mythe. Alors, mythe et réalité. Les maths sont souvent bloquantes pour les candidats. Mythe ou réalité? Voilà, pour les questions un peu spécifiques, Romane vous a laissé un message, hein. N'hésitez pas à vous noter, à faire un copier-coller de l'adresse et à les contacter individuellement par la suite. Réalité, réalité, les maths sont souvent bloquantes pour les candidats. Solange pense que c'est un mythe. Alors pour l'instant, elle est toute seule à penser ça. Ok. Alors je vais vous afficher la réponse. Alors en effet, c'est un peu vrai. On va dire dans le sens que c'est les difficultés les plus fréquentes qu'on rencontre. En tout cas, d'une manière générale, un professeur des écoles est euh, est une ancienne personne qui préférait le français. D'une manière générale, il y a plus de personnes qui se présentent, qui deviennent professeurs des écoles en préférant le français que les mathématiques. Et finalement, c'est un peu un problème parce que bah, on se dirige moins vers les mathématiques, on se forme peut-être un peu moins parce que ça nous fait peur, et bah, du coup, on enseigne un peu moins bien les maths. Puis c'est un espèce de cercle vicieux, finalement, parce que bah, nos élèves sont pas très bons en maths. Donc oui, c'est vrai. Donc c'est à nous de nous dire, je dois progresser en maths. Et c'est ce que je fais référence à la question de tout à l'heure, finalement. Il n'y a rien de bloquant, c'est-à-dire un mur infranchissable. Par contre, oui, si, et là c'est la formatrice qui vous parle, mesdames, si vous souhaitez devenir professeur des écoles, il faut vous dire, je dois me mettre à niveau de ces matières-là. Et que peut-être je vais partir de plus loin, donc je vais devoir marque-bouter et vraiment faire des gros efforts. Mais finalement, c'est même pas tant pour devenir professeur des écoles et réussir le concours. Peut-être ce qui doit vous motiver encore plus, et c'est toujours bien finalement d'avoir une vraie motivation. Euh, Réussir le concours pour réussir le concours, c'est un peu une fausse motivation. Enfin, c'est une vraie motivation parce que vous avez envie de réussir le concours, mais vous donnez une motivation avec plus de sens, avec un sens professionnel, ça peut, et ça aide aussi dans les révisions, hein. Quand on se donne des vrais, ça marche avec le cerveau, tout ça. Quand on a des bonnes motivations, quand on se fait des mantras, bah voilà, j'ai envie de progresser en mathématiques et je vais m'arracher en mathématiques parce que mes élèves, mes futurs élèves le méritent, en fait. Ils méritent que j'ai bien tout compris moi-même des notions. Parce que c'est sûr que le niveau que vous allez passer pour le concours de professeur des écoles, c'est pas le même niveau que vous allez enseigner en classe et même en CM2, ça c'est sûr. Mais pour autant, il est très important d'avoir une vision d'ensemble, de se sentir vraiment sûr de soi pour pouvoir être à l'aise avec les élèves et notamment les élèves en difficulté. Parce que quand on a une bonne compréhension des procédures, d'une notion, eh ben, on peut vraiment bien les expliquer. Solange nous dit, j'étais nulle en maths car je n'écoutais pas. Pour passer un concours, j'ai acheté un livre de quatrième et j'ai trouvé cela très facile. Bravo Solange. Ouais, super. Moi, j'étais pas très alors j'étais bonne en français d'une manière générale, mais j'étais pas très bonne en orthographe. Je pense que je devais avoir un peu un 10 parce que même des fois, je mélange
des lettres. Et ben pareil, j'ai fait plein de dictées. Je demandais à mes parents de me faire faire des dictées, etc. À mon mari, parce que comme j'étais en reconversion, j'étais âgée et j'ai vraiment progressé, parce que ben, j'avais pas vocation CRPE moi, donc je me débrouillais toute seule. Hop, allez, on continue. Un autre mythe ou réalité. J'ai hâte de vous lire. Une fois inscrite, c'est bon, je suis prête. Je peux enseigner. Bon, c'est un peu donné, hein. Alors, mythe ou réalité, à votre avis? Delphine nous dit mythe. Solange, mythe. Caroline, tout le monde nous dit mythe. Bah oui, évidemment, hein. C'est bien pour ça qu'on a proposé un post-admission. C'est qu'en effet, disons que de passer le CRPE, ça va asseoir les notions. Et c'est pour ça qu'il faut au maximum travailler. Comme je vous le disais, c'est pas que dans l'optique du concours, c'est vraiment pour asseoir et vous sentir à l'aise au maximum dans toutes les notions que vous allez pouvoir transmettre. Mais évidemment, derrière, c'est pour ça que vous allez suivre des formations sur le terrain aussi, que vous allez avoir besoin de vous acculturer. Et comme on dit que les 2, 3 premières années, on le dit, sont un peu compliquées, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les métiers quand même. On a quand même la chance d'avoir le mercredi et les vacances pour continuer à travailler. Et ça, c'est vrai, on continue à travailler. Mais petit à petit, au bout de 2, 3 ans, on travaillera toujours. Il faut préparer sa semaine, il faut préparer sa période, etc. Mais moins, de manière moins intense que pendant les 2 premières années, c'est sûr. Mais oui, bien sûr, vous ne serez pas prête à être professeur des écoles et vous allez avoir l'estomac dans les talons le jour de votre rentrée, comme tout le monde, et vous allez galérer comme tout le monde. Mais bah, tout le monde s'en est sorti en général, hein. C'est quand même pas c'est quand même rare les personnes qu'on ne garde pas à l'issue de leur première année. Franchement, puis nous, chez Vocation, on fait tout pour vous aider à passer la première année dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, évidemment, c'est un mythe. L'inscription, c'est rien qu'un point de départ, mais c'est pas une garantie. Il faut vraiment continuer à travailler. Alors, le jury apprécie la sincérité. Donc là, on va dire que cette question, c'est mythe ou réalité, que ce soit à l'écrit qu'à l'oral. Parce que moi, pour avoir été jury de concours plusieurs fois, j'ai des fois des personnes qui écrivent des choses dans leurs écrits en faisant référence à leur vie personnelle, voilà. Alors, j'ai du réalité. Beaucoup de réalité. Oui, plus de réalité. Alors, voilà ce que je voudrais vous dire. En effet, on apprécie la réalité, mais j'aurais pu mettre mythe et réalité. Euh, En effet, je préfère qu'on me dise je ne sais pas encore, je suis désolée, je suis un peu stressée, j'avais appris cette notion-là, mais là, devant vous, j'ai perdu un peu mes moyens. Est-ce que vous pourriez me mettre sur la voie avec une autre question ou un éclaircissement? Bien sûr que là, on ne vous en voudra pas du tout, plutôt que d'essayer de nous allez, de nous enfumer un petit peu en essayant de noyer le poisson et en répondant à côté. Ça va nous énerver parce on a peu de temps pour vous juger à l'oral et on a vraiment envie que l'échange y soit fructueux et qu'on puisse vraiment correctement échanger avec vous. Donc oui, là-dessus. Par contre, pas trop de sincérité. C'est-à-dire, n'allez pas dire non, mais cette nuit, mon enfant m'a réveillée. Vous voyez, ce genre de choses personnelles ou alors à l'écrit. Il y a des gens qui vraiment racontent leur vie, je vous assure. Donc ça, ne racontez pas du tout votre vie à l'écrit. Restez très professionnel. Parlez plutôt de on, il est important de, et ne parlez pas de vous en mode je à l'écrit. Donc oui, pour dire que vous êtes stressé, que vous avez besoin qu'on vous mette sur la voie, mais faux, on veut pas une sincérité trop, comment dire, trop à l'aise, quoi. La personne qui serait trop à l'aise et qui raconterait sa vie. Alors, mytho-réalité, on choisit le niveau qu'on veut. Ça, c'est une question qui revient très souvent dans les appels. Ouais. Donc, hélas, je dis bien hélas, hein, oui, c'est un mythe. Évidemment qu'on ne peut pas choisir son niveau. Et ça, bah, c'est compliqué hein, de pas pouvoir choisir son niveau. Alors, il faut juste savoir une chose, c'est qu'au moment de votre affectation, alors parfois, avec de la chance,
certaines d'entre vous auront leur affectation au mois de juin. C'est vrai, hein. Certains vont l'avoir qu'en septembre. Pour celles et ceux qui l'auront au mois de juin, eh bien, vous allez tout de suite appeler l'école que vous aurez, pour laquelle on vous aura donné le nom. Et vous aurez peut-être la possibilité d'avoir le choix. Les collègues vont peut-être vous inviter aux réunions qui se déroulent au mois de juin et c'est le moment où on répartit les élèves, où on répartit les enseignants, etc. D'une manière générale, si les gens font bien les choses, et nous, en tant que formateurs, on essaye de faire en sorte que ça soit le cas, on essaye de dire attention, ne donnez pas des niveaux trop difficiles aux enseignants qui débutent. Donc, par exemple, d'éviter le CM2, d'éviter le CP, d'éviter la petite section. Mais parfois, dans certaines écoles, notamment sur les académies de Versailles ou de Créteil, où il y a énormément de débutants, bah, les équipes pédagogiques s'arrachent les cheveux parce qu'il y a plein de débutants, que ce soit des contractuels, des gens qui ont le concours, des remplaçants, enfin bref. Et donc, ils n'arrivent pas à satisfaire tout le monde. Et parfois, oui, on peut se retrouver avec une classe de CM2 ou une classe de CP. Ça, c'est plus rare quand même. Mais en effet, vous n'allez pas choisir votre niveau de classe. Voilà. C'est en fonction du barème, des besoins, et vous pouvez enseigner de la petite section au CM2. Je suis trop vieux ou trop vieille pour me reconvertir. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Bah oui, évidemment. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais évidemment, c'est un mythe. Moi, quand je me suis reconvertie, j'étais pas si âgée que ça. Je devais avoir dans les 30 et quelques. Mais oui, Delphine, bien sûr que c'est un mythe. Au contraire, hein, l'âge donne de la maturité, un peu plus de confiance. Bah oui, tout à fait, Claudie. Non, non, c'est un mythe, heureusement. Je peux vous dire que j'ai même assisté à des personnes au concours qui étaient vraiment très âgées, du genre peut-être à quelques années de la retraite, et qui étaient là en train de passer le concours, hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, il y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et puis, je pense que même c'est un peu un atout d'une certaine manière parce que votre expérience va vous servir quand même pour les oraux. Après, il ne faut pas trop se fier non plus. Ce qui pourrait être un piège, c'est de se dire je suis maman, je suis papa, donc c'est bon, je peux être professeur des écoles et je peux me servir de ma parentalité pour donner des exemples. Attention à ça. On ne veut pas non plus voir des personnes qui penseraient que être parent, c'est comme être enseignant. Non. Par contre, être parent peut vous aider à avoir une représentation du métier d'enseignant un peu plus proche, parce que finalement, bah, vous avez des rendez-vous avec l'école, vous voyez ce qui se passe dans les cahiers de vos enfants, etc. Là aussi, faites attention, parce que malheureusement, ce qui se passe parfois dans certaines classes n'est pas ce qu'on veut voir au concours. Donc j'ai très souvent des candidats qui me disent, mais Cassandre, pourtant ça je l'ai vu faire dans la classe de ma fille. Et moi je leur dis, bah oui, je sais, mais c'est pas préconisé. Donc voilà. Oh là là, Claudie, maman de cet enfant, félicitations, c'est merveilleux. Vous avez un mini-groupe déjà. Bravo en tout cas d'être là et de vouloir passer le concours de professeur des écoles. Mais en même temps, les mamans, par contre, ont une très bonne représentation, et les papas, du développement de l'enfant. Et ça, vous pouvez vraiment vous y appuyer. Vous saurez que tel exercice est infaisable pour un enfant de CE1 plus- et plutôt pour un enfant de CM1. Alors qu'une personne qui n'a pas n'a pas encore d'enfant peut parfois être un peu dans un temps d'indélicatesse et peut ne pas être sûr de soi à ce moment-là. Mais il y a aussi du pour et du contre dans les deux cas. Quand on est jeune, on a un peu plus d'énergie qu'à 40 ans et avec cet enfant. On n'a personne avec qui on n'a personne à s'occuper le soir. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage. Oups, mince, j'ai mis la réponse avant. Alors, on reste prof toute sa vie quand on devient professeur des écoles. Mythe ou réalité? Alors, du mythe, non, non, mythe, mythe.
Oui, bah, je suis d'accord avec vous. En effet, c'est un mythe. C'est un mythe. Alors, Delphine, je suis curieuse, vous nous mettez mythe ou réalité, cela dépend. N'hésitez pas à développer un petit peu le temps que je donne ma réponse. Donc, il est possible d'évoluer, vraiment. Il est très, pas simple, mais c'est assez fréquent, par exemple, de devenir directeur d'école, si on a envie voilà, d'occuper ces fonctions. On peut devenir conseillère pédagogique, ça c'est être formatrice. Euh, Formatrice aussi, PEMF, professeur des écoles maître formateur. Donc pour ça, il faut passer un examen qui s'appelle le CAFIPEMF. Pour cela, il faut avoir 5 ans en tant que professeur des écoles pour passer cet examen-là. Et donc, soit on est conseillère pédagogique, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de classe et on est à la circonscription auprès de l'inspecteur ou de l'inspectrice pour faire de la formation. Et quand on est PEMF, c'est-à-dire formatrice sur le terrain, on a par exemple moitié sa classe, moitié professeur des écoles, moitié formateur. Et puis aussi, on peut devenir inspecteur ou inspectrice. Et puis également, on peut également évoluer dans d'autres ministères. En fait, on devient fonctionnaire. Donc, à partir du moment où vous devenez fonctionnaire, vous avez accès à un certain nombre d'évolutions possibles. Je ne dis pas que c'est facile. Alors, devenir directrice, formatrice, inspectrice, ça, c'est des examens à l'intérieur de l'éducation nationale. Donc, ça, vous pouvez, franchement, tout à fait faisable au cours d'une carrière. Changer de ministère, évoluer vers d'autres fonctions indépendamment de l'éducation nationale, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut se renseigner, il faut prendre des rendez-vous dans toutes les académies. Il y a des référents mobilité donc dans les bureaux que vous pouvez rencontrer et qui peuvent vous aider. Je pense que les personnes notamment qui sont en reconversion, eh bien c'est plus facile parce que finalement vous avez un CV plus étoffé. Donc, si dans 10 ans, vous voulez ne plus être professeur des écoles, quitter l'éducation nationale tout en restant fonctionnaire, eh bien, comme vous avez occupé d'autres fonctions avant, eh bien, vous avez développé d'autres compétences plutôt que par rapport aux plus jeunes. Donc, en plus des compétences que vous avez développées en tant que professeur des écoles, parce qu'on ne se rend pas compte, mais vraiment, quand on devient professeur des écoles, on développe énormément de compétences qui sont réemployables par la suite en termes de gestion des groupes, en termes de communication verbale et écrite, en termes de travail en mode projet. Donc, vraiment, ce métier, il développe tout un tas de connaissances. Et d'ailleurs, quand on veut se reconvertir en dehors de l'éducation nationale, ça peut être bien de faire une validation des acquis de l'expérience parce que on se rend compte quand on met vraiment les choses sur la table et qu'on passe du temps à ça, qu'on développe plein de choses quand on devient professeur des écoles. Donc Delphine nous dit, cela dépend de la motivation du professionnel. Je pense, oui, 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 tout à fait. Et puis la plupart des gens restent professeurs des écoles toute leur vie et ils sont heureux comme ça. Ce qui est un peu triste, c'est que des fois, je vois sur le terrain des personnes qui sont plus heureuses, mais qui bougent pas parce que bah, il faut se bouger quand même pour changer, pour devenir directeur. Il faut se former, il faut passer un examen, etc. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être malheureux au travail, mais ça c'est dans tous les métiers finalement, avant de se poser les questions de tiens, euh, est-ce qu'il ne serait pas le temps de me poser des questions et de bouger de ce métier-là? Ensuite, autre question, la solitude peut démotiver dans ce métier. Ça, c'est quelque chose qui revient. On est seul dans sa classe. Je suis seule dans ma classe, notamment. C'est sûr que dans certaines écoles, on a des collègues. Et puis, dans le milieu rural, on peut démarrer, j'en ai vu, des enseignants qui démarrent sur une classe à multiniveau et ils sont tout seuls dans l'école. Ça, c'est quand même assez costaud. Alors, je pense que, en effet, c'est une situation difficile. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous, c'est un fait. On peut se sentir démotivé. Alors, là, je vous ai cité le cas extrême d'une classe à multiniveau perdue en pleine campagne, mais c'est quand même pas la majorité. La majorité, c'est d'être dans une école avec d'autres collègues, des petites écoles, moyennes écoles, parfois des grandes écoles. Mais c'est sûr que dans sa classe, et la première année, on peut se sentir un peu seul parce que c'est une année marathon, parce qu'on doit continuer à se former,
En fonction du type de concours, on a des cours à la fac, des formations, il faut préparer sa classe. Et souvent, les collègues, la directrice va vous dire, mais viens, viens en salle des maîtres, n'hésite pas, etc. Mais en fait, vous avez le nez dans le guidon et vous n'avez pas le temps. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire vous sentir vraiment malheureuse, malheureux. Donc, je vous invite parfois à lever le pied sur quelque chose, à faire un peu moins bien, un peu moins préparer quelque chose, mais à ne pas sauter la case, s'entourer des collègues. Parce que vraiment, c'est hyper important pour se sentir bien, en fait. Faites attention à ne pas rentrer dans les querelles de village. Il peut y avoir des fois dans les écoles des petites histoires, etc. Ne rentrez pas là-dedans. Restez au-dessus du lot. Vous n'aurez pas le temps de vous rentrer dans ces petites histoires parce que c'est comme dans n'importe quel milieu, hein. Au au niveau de la cafétéria, alors on n'appelle pas ça la cafétéria, on appelle ça la salle des maîtres. Il peut y avoir des petits blabla, mais on s'en mêle pas. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'aller vers les collègues. Si vous êtes remplaçant, bah, n'hésitez pas aussi à aller à la circonscription, à rencontrer vos formateurs, vos formatrices. Et puis quand on passe le concours en lui-même, pour toute la période où vous êtes, si vous êtes dans une préparation comme vocation CRPE, c'est important de vous lier à d'autres personnes ou de vous inscrire sur des groupes Facebook pour échanger tout en faisant attention, je dis toujours le bon et le mauvais, à ne pas rentrer dans les groupes où ça se plaint beaucoup, où c'est très négatif. Voilà, il vaut mieux des fois essayer de cibler deux, trois personnes dans une promo avec qui on a l'air de partager peut-être la même académie. Ça peut être chouette, ou les mêmes choix d'options. Et vous créez votre propre petit groupe WhatsApp. Nous, on favorise beaucoup ça, hein. On donne les coordonnées, tout ça. Parce que finalement, dans un mini-groupe, on peut vraiment s'entraider, se donner des rendez-vous pour réviser. Et ça, j'en parle, s'auto-interroger sur les matières. Et ça, c'est vraiment important et ça va vous aider tout du long de la préparation au CRPE pour tenir le coup. Donc voilà, que ce soit quand on est professeur des écoles ou quand on prépare le concours, c'est vraiment important de s'entourer. Alors, j'ai vu aussi des questions. On peut enseigner à l'étranger. Mythe ou réalité? Alors, Delphine nous demande, est-ce qu'on rencontre notre groupe en septembre, même avant ah non, je vous dis une bêtise. En effet, ça commence en septembre, début octobre, je crois, les cours romanes. Les cours en direct, effectivement, Oui. reprennent deuxième semaine de septembre. Et la communauté aussi, le groupe, etc., c'est à ce moment-là aussi, c'est pas avant. Ouais, en fait, dès l'inscription, vous êtes ajouté au groupe WhatsApp de D'accord. la promotion. Et après, libre à vous d'y rester ou, comme le conseiller Cassandre, de faire des petits groupes par affinité ou par localisation géographique. Ok. Merci. Donc, on pense que c'est la réalité. Et en effet, vous avez raison. J'ai oublié d'ailleurs de le mentionner. Ça, c'est une super opportunité de travail, de pouvoir enseigner ou d'être formateur à l'étranger ou directrice à l'étranger. Il y a tout à fait cette possibilité-là. Voilà, ça s'appelle des postes de professeurs des écoles qui existent via l'AEFE ou la MLF. C'est dans le cadre de détachement dans des établissements à l'étranger. Alors, on est seul dans sa classe, on fait tout ce qu'on veut quand on est professeur des écoles. La fameuse liberté pédagogique. Alors, je vois que vous écrivez mythe. Qu'est-ce que vous voulez dire par mythe? Parce que finalement, vous êtes bien seul dans la classe. Et à part les moments où on va venir vous visiter, eh bien, personne ne sait trop ce que vous faites dans la classe. On est seul, mais on a le cadre des attendus, respect du programme. Merci. Ben, franchement, vous avez la moitié du concours en répondant ça. Je vous le donne. Donc, bravo. Évidemment, on doit suivre les programmes. En plus, on vient vous voir en inspection, bien évidemment. Et puis, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez répondre à l'oral. Il y a le projet d'école, en fait, quand vous allez arriver, normalement, il faut demander, si on ne vous le donne pas, le projet d'école.
Ensuite, vous allez être convoqué, enfin invité à des conseils de cycle et des conseils des maîtres. Donc ça, c'est en équipe. Et donc, c'est des moments où justement, on va travailler, on va réfléchir ensemble à la répartition des programmes, enfin des notions à aborder. On va dire, bah tiens, oui, c'est vrai qu'en CE1, on va plutôt voir telle notion, sauf que nous, dans notre école, on va plutôt décider de le voir en fin de CE1, début de CE2, parce que ceci, cela où on va organiser ça à tel moment de l'année parce qu'il y a une association qui vient faire des échecs et on décide de faire, de faire des échecs ou des jeux mathématiques dans les classes. Et donc, on va aborder telle notion à ce moment-là. Donc, oui, non, finalement, on ne fait pas ce qu'on veut dans la classe. Et puis même, par exemple, il y a des écoles, et c'est très bien, où en fait, on va vous dire, bah, il y a telle méthode en mathématiques, telle méthode en français, et vraiment, n'allez pas lutter contre ça. Plongez-y les yeux fermés. Ça va vous permettre de travailler en équipe, de ne pas laisser la possibilité aux parents de comparer. Oh, tiens, tiens, elle, non seulement elle a l'air de débuter, mais en plus, elle a sa propre méthode. Et là, ils vont comparer, ils vont dire, ah oui, mais vous avancez pas pareil. Bref, il vaut mieux faire tout comme les collègues. Après, si les collègues vous proposent des choses qui n'ont pas l'air d'être dans les programmes, la chose importante à faire, c'est de demander au formateur qui va vous suivre. Parce que les premières années du moment où vous allez être professeur des écoles, vous allez être suivi par un maître formateur ou un conseiller pédagogique. Et là, c'est la personne qui pourra lever les doutes que vous pourriez avoir. Donc oui, évidemment, vous avez le programme à respecter, le projet de l'établissement, etc. Attention, Delphine, ne dites pas projet d'établissement, projet d'école. Projet d'établissement, c'est vraiment second degré, collège, lycée. Allez, on continue. Mythe ou réalité, on peut passer le concours plusieurs fois. On nous dit oui, réalité. Oui, même si chez Vocation, on va tout faire pour que vous le réussissiez du premier coup. Mais oui, on peut passer le concours plusieurs fois, heureusement. Et pourquoi cette question existe? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres concours dans la fonction publique où il y a un nombre de fois limite pour lesquels vous pouvez passer le concours, mais pas le concours de professeur des écoles. Quand on est jury, on veut un peu piéger les candidats. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vraiment ce que vous pensez dans votre tête. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Réalité. Ah oui, vous le pensez alors. Ça doit arriver, mais ce n'est pas une obligation. Les deux. Alors les deux en fonction de quoi en fait, Sabrina, par exemple? Qu'est-ce qui vous fait dire, ou les personnes qui pensent que c'est la réalité, qu'est-ce qui vous fait dire qu'un jury aurait envie de vous piéger? Est-ce que c'est par exemple, vous pensez qu'on lui demande dans sa feuille de route de bon jury de vous piéger? Ou est-ce que c'est une question de personnalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Cherchez à nous déstabiliser dans le sens voir notre axe de réflexion. Ça serait pas dans la feuille de route, en fonction de la personnalité. OK? D'autres avis? Alors, pour moi, c'est quand même un mythe, heureusement. Le jury il cherche vraiment à évaluer votre posture de manière honnête et réfléchie. Il n'attend pas la perfection de votre part. Après, c'est sûr qu'il y a une question de personnalité, mais pensez toujours que vous avez deux jurys à chaque fois et qu'il y a toujours, s'il y a une personne qui est un peu plus stricte ou qui a envie de vous tirer les verres du nez de manière un peu abrupte, il y en a toujours un dans lequel vous allez pouvoir puiser un peu de force et de bienveillance dans le regard. Je suis souvent celle-ci d'ailleurs, si vous me croisez. Mais oui, c'est sûr qu'on peut croiser des personnalités un peu spéciales, mais il faut un peu vous enlever ça de la tête parce que finalement, si vous pensez ça, vous allez y aller vous-même avec un a priori négatif et subjectif. C'est-à-dire qu'en effet, on va avoir envie, pendant les oraux, d'aller vous chercher, d'aller creuser, de vous poser des questions parce que bah, on n'a pas envie de mettre n'importe qui devant nos élèves. Donc, on a envie de savoir comment vous réagiriez. Et même, je peux vous dire que parfois, vous pouvez avoir très bien répondu à la question, mais on va aller vraiment creuser parce que bah, on se rend compte qu'on est face à un professionnel intéressant et on a envie de s'adresser aux professionnels et d'avoir tout simplement un échange entre professionnels. Donc,
mettez-vous vraiment dans cette optique de, quand vous venez passer le concours de professeur des écoles, comme si vous étiez déjà une professionnelle. Et d'ailleurs, c'est vrai que du coup, pour ceux qui sont en reconversion, ça aide parce que vous avez peut-être déjà eu des entretiens de fin d'année, des entretiens d'évaluation dans vos métiers. Et donc, vous voyez, dans ces métiers-là, on n'est pas comme si on était un candidat face à un jury. On est normal face à notre chef de bureau, notre chef de service, et puis ben, on se parle avec tout le respect qui est dû à notre hiérarchie, mais on s'adresse à lui normalement. Ben, je pense que devant le jury, c'est comme ça qu'il faut aller en tant que professionnel. Et là, il verra qu'il a affaire à quelqu'un de mature, et c'est ce qu'on a envie de voir. Voilà. On est mal payé. Alors, mythe ou réalité? Il y a un petit défaut à chaque fois qu'il s'affiche. Ça m'énerve. Réalité. Réalité. Les deux. Pourquoi Amélia les deux? Solange ne sait pas. Ok. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Moi aussi. Oui, Amélia, réalité en début de carrière, même si quand même, alors c'est sûr qu'on ne devient pas professeur des écoles pour devenir riche. Ça, si vous vouliez devenir riche, peut-être que vous pouvez tout de suite couper et partir. Mais c'est pas non plus le SMIC, d'accord? Depuis quelques années, et là on ne parle pas de politique, hein, l'idée c'est vraiment, s'il vous plaît, de ne pas parler politique. Le salaire quand même a évolué depuis quelques années. Le législateur veut attirer plus de monde. Et on n'a jamais, il me semble, mieux payé que maintenant les personnels en début de carrière. D'ailleurs, des fois, même le professeur des écoles un peu plus ancien râle en disant, mais mince, je devrais le repasser le concours parce que c'est quand même pas si mal. Il y a des évolutions régulières. Voilà, comme on devient fonctionnaire, on avance en fonction d'une grille, des échelons, etc. Mais alors donc, ne cherche pas à devenir professeur pour devenir riche, mais c'est un métier qui a du sens. Et puis c'est aussi un métier où on peut demander un cumul d'activités. Alors s'il vous plaît, pas pendant les 2 premières années, parce que vous n'allez pas vous en sortir avec votre métier de professeur des écoles et quelque chose d'autre à côté. Mais vous pouvez par exemple faire les études le soir, faire les cantines parfois. Alors les cantines, je ne vous conseille pas trop parce que franchement, sur la pause de midi, on a besoin des fois de corriger, de préparer son après-midi et de se reposer. Mais après, quand on est un peu plus aguerri, on peut faire les cantines, les études. On peut aussi faire d'autres types les centres de loisirs le mercredi, les colos. Moi, j'étais formatrice aussi à côté, donc on peut être formateur. En fait, on demande un cumul d'activités à l'inspecteur de sa circonscription. On peut même faire le pacte s'il en reste. Le pacte, c'est une nouvelle organisation avec on peut voilà, proposer, je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais voilà, il y a pas mal de choses possibles à faire pour gagner un petit peu plus à côté. Est-ce que l'expérience est prise en compte lors de la reconversion? Et non, non, Émilie. Ce qui va compter, c'est votre nombre d'enfants, mais pas la reconversion, malheureusement. Par contre, si vous étiez fonctionnaire avant, par exemple, moi, c'était mon cas, j'étais fonctionnaire dans les mairies avant de devenir professeur des écoles, et ils ont intégré, j'avais 7 ans, ils les ont intégrés, ça m'a permis, alors, pas de toucher plus, je crois pas, parce que j'étais catégorie B, mais si vous êtes catégorie A, pourquoi pas. Mais ça m'avait permis d'avoir tout de suite 14 points, plus mes 2 enfants, bref, voilà. Mais si vous êtes dans le privé, non, ça ne fait rien. Alors, je rebondis, Ah, Cassandre, avec juste une petite info. oui, Effectivement, en pardon. termes de nombre de points, c'est Oui, pas du tout d'accord, pris en compte. Par d'accord. contre, en termes salarial, en termes vraiment de rémunération, Ah, ça peut être pris en compte à hauteur des 2 tiers. Attention, pas 2 tiers du salaire que vous percevez actuellement, mais 2 tiers du nombre d'années. Exemple, vous avez travaillé 9 ans, le rectorat peut vous reprendre 6 années d'expérience pour vous monter un petit peu dans la grille indiciaire. ah, mais Et je c'est savais pas pas, c'est du tout en génial termes ça. de points. Par Oui, contre, mais pour quand les même. affectations, ça compte pas. Oui. Oui, mais Pour quand le même. salaire, c'est pas mal. Ah bah oui, c'est pas mal. Et bah, du coup, j'ai appris quelque chose, je m'en excuse. Pas de souci. Bon, super. Bah, voilà, j'ai doublement bien fait de faire ce live. Je vais apprendre quelque chose. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de ce cours. Est-ce que, enfin, c'est pas un cours du tout. On a encore quelques
quelques minutes si vous avez d'autres questions. Alors, si c'est des choses un peu personnelles, vraiment, voilà, regardez, vous avez une possibilité en scannant ce QR code de pouvoir prendre rendez-vous. N'hésitez pas, on ne va pas s'acharner pour vous vendre à tout prix notre préparation, même si elle est normalement bien. Mais voilà, ça pourra vous donner plus de billes. Et puis, vous savez, vous nous appelez, vous vous inscrivez pas chez Vocation, mais peut-être dans un an, bah, vous vous direz, ah bah tiens, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Et voilà, c'est gratuit. Effectivement, Cassandre, j'ai aussi remis le lien pour les personnes qui veulent prendre directement en cliquant s'il n'y a pas le Super. QR code et puis le numéro de téléphone fixe sur lequel vous pouvez nous joindre. Alors, Delphine Delph- voudrait ouais, s'inscrire, oui. je vais vous envoyer le lien, Delphine, par mail. Je vous l'envoie juste après. Mais sinon, d'une manière générale, comment on fait pour ça? Parce que moi, je suis pas de ce côté-là. C'est par les réseaux sociaux que les... Ouais, D'accord, c'est par les réseaux sociaux, par le site, mais actuellement sur le site, c'est le lien du coup pour ce cours-ci. ce Donc soir. ça sera D'accord. un petit peu tôt, mais après, vous pouvez directement nous écrire aussi et on peut faire l'inscription en vous envoyant le lien.